Et c'est parti pour ce 131e webinaire. J'ai dit 132e, voilà. Alors, la première citation, parce que moi, j'aime bien les citations. Hein. Là, ce n'est pas le plus fort des espèces qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Charles Darwin. Moi, j'aime beaucoup Darwin, voilà, même s'il y a des choses qui ont été remises en cause sur Darwin. Mais moi, j'aime bien Darwin parce qu'il a fait quand même un travail beaucoup sur les espèces. Et moi, je suis issu du milieu agricole. Voilà, c'est aussi la connexion aujourd'hui. Pourquoi je parle de la nature? Parce que ben, je la connais un petit peu, parce que je l'ai étudiée pendant 7-8 ans, hein, voire même plus. Et puis je l'étudie encore, mais ça, maintenant, c'est ma passion. Et donc, je me suis intéressé à un moment donné à Charles Darwin. Voilà. La deuxième citation, et là, c'est une citation un peu que j'ai faite moi par rapport à tout ce que je vais vous donner. Ce serait peut-être une conclusion avant la fin. Voilà. Dans la nature comme en entreprise, la résilience naît de la diversité, de l'adaptabilité, de la capacité à dire les signaux. Alors j'ai mis entre parenthèses les signaux forts et faibles. Ça, c'est important. On va voir pourquoi. Les signaux forts, c'est tout ce qui est l'intuition, et les signaux forts, c'est tout ce qui est l'émotion. Hein, et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été résilientes, hein, notamment Nokia avec le smartphone, comment il s'appelle, Kodak, voilà, alors qu'ils avaient tout pour réussir, parce qu'ils n'ont pas écouté, donc ils n'ont pas été résilients, ils ont disparu ou presque disparu, même si Nokia, maintenant, il n'a pas la notoriété qu'il y avait dans les années 90. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième citation qui est peut-être une conclusion avant la fin. Il y a déjà beaucoup de choses là à prendre. Et surtout à écouter les signaux. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, et notamment la communication donc, est importante à tous les niveaux. Voilà. La question du jour. Alors prenez vos claviers, comme on dit, en observant la nature autour de vous. Alors peut-être que vous n'êtes pas posé la question. Hein, hein. Quelles caractéristiques des écosystèmes? Alors un écosystème, c'est un système écologique. Hein. Je ne vais pas trop donner de définition. Vous semblent les plus pertinentes pour construire une équipe résiliente en entreprise? Est-ce que vous êtes déjà posé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous disent, tiens, ça, c'est un truc que fait la nature et on pourrait l'adapter à l'entreprise? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou pas du tout? Les fourmis. Ouais, alors, qu'est-ce que font les fourmis? Voilà, Thierry. Les fourmis, on va en parler, mais qu'est-ce que font les fourmis? Voilà. Le bourgeonnement des plantes. Ah, tiens. Fourmis, abeilles, ouais. La ruche, ouais, les abeilles. Ouais. Et je sais pas, quelles actions, par exemple, font les fourmis, ou qu'est-ce que fait les plantes, voilà. Complémentarité, collaboration, voilà. Ouais, il y a beaucoup de complémentarité, collaboration, oui. Hein, par exemple, dans les fourmis, il y a les fourmis travailleuses, il y a les soldats, il y a tout ça, donc voilà. Les cycles, oui, les cycles, ouais, ouais, ouais. Les arbres, précise les arbres, Manon. C'est intéressant, j'aime beaucoup les arbres. On en fait des graines, ouais, organisation, prévision, collaboration, écosystème racinaire des arbres, oui, Linda, ouais. Ah, les coraux, ouais, bien sûr. Toutes les plantes sauvages, c'est rigolo que tu mets sauvage, c'est intéressant. Les organisations, l'organisation. Ouais. Et ben on va voir tout ça. Vous avez déjà des choses, on va essayer de voir parce que c'est très intéressant. Les papillons, ouais, les papillons. Ils sont aussi importants que les abeilles. Hein. Et moi, je sais qu'à ma maison d'été, l'année dernière, il y avait de plus en plus de papillons, donc c'est un bon signe. Ouais. Les rhizomes, ouais. On va voir que les rhizomes, tu confonds peut-être avec quelque chose que je vais parler tout à l'heure. Voilà. Alors, les livres. Alors, comment ça m'est venu cette idée-là? Alors, j'ai déjà des écoles, enfin, j'ai déjà une formation très vieux, hein, j'avais à partir de 15 ans, dans le milieu agricole. Donc, j'ai fait des grandes cultures végétales, on dit le blé, le maïs. J'ai fait même des stages dans un élevage pour faire du fromage de chèvre, alors que j'aime pas le fromage, les ovins, les bovins, les équidés. Et après, j'ai fait une école plus horticulture où j'ai étudié plutôt les arbres, hein, notamment les arbres, parce que dans l'horticulture, il y a les arbres, il y a le maraîchage et tout ça, mais j'ai utilisé beaucoup. Et
Je me suis intéressé depuis quelques années à la permaculture parce que je travaille le potager et notamment il y a un livre que j'ai là qui était intéressant et c'est un des livres qui m'a inspiré, voilà, qui m'a inspiré pour faire ce webinaire-là, parce que quand je l'ai lu, je ne sais pas où elle est, la caméra elle est là, quand je l'ai lu, j'ai dit waouh, ça c'est un cours de management. Et j'ai dit, ce truc-là, il va falloir qu'un jour, je l'ai depuis 2 ans, il va falloir que je fasse un webinaire. Donc, c'est ce livre-là qui m'a dit, tiens, je vais faire un webinaire sur la résilience. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de résilience. Voilà, donc ça, c'est un livre qui m'a inspiré. Le deuxième livre qui m'a inspiré, ben, je rends hommage encore à Robert Dills, et en plus maintenant il est en français ce livre-là, parce qu'il n'était pas, au départ il était en anglais. C'est leadership conscient et résilience. Donc leadership conscient, c'est tout à fait ce que je fais, même si on ne fait pas pareil avec Robert, mais on est dans cet esprit-là, la conscience, être conscient. Et je suis beaucoup aujourd'hui là-dedans, dans la conscience, et notamment dans tout ce qui est méditation, mais méditation encore plus haute. Hein. Je Oui, non. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Mieux, c'est bon maintenant. j'ai Idem. j'ai rien fait, c'est bizarre. Ça fonctionne mieux là. Ouais, bah, il va falloir que je regarde. Super. Ouais, c'est bien de me mettre le petit smiley parce que il vient différemment. Donc c'est super. Donc je disais, le premier, le livre, c'est Vivre avec la terre. Hein. C'est comment dire, la ferme du Bec à Loin en Normandie. C'est en Normandie. Le deuxième, c'est le livre sur le leadership conscient et résilience de Robert Diss. Et le troisième, c'est l'intelligence collective, qui a été coécrit par mes collègues avec qui j'ai fait la formation avec Robert Dills. Voilà, donc il est plus tout jeune, hein. Il doit être de 2013 ou 2014. Hein. Voilà, donc il y a Christine Marsan, que j'ai avec qui j'ai fait des ateliers, Marine Simon, que j'ai un petit peu côtoyé, Jérôme Lavins, que j'ai beaucoup côtoyé, Gauthier Chapelle, j'ai pas tout travaillé avec lui. Sabine Saint-Giron non plus. Thomas Emmanuel Girard un petit peu. Éric Julien aussi un petit peu. Voilà. Donc ça, si vous voulez de la lecture, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a déjà pas mal de choses. Hein. Donc ça, c'est des livres qui m'ont inspiré, notamment pour ce soir, mais qui m'ont inspiré il y a déjà longtemps, hein, puisque l'intelligence collective, je crois que je l'ai lu en 2012, non, 2013 ou 2014. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les indicateurs de la résilience. Parce que moi, c'est vraiment un projet donc, ce qui me plaît, c'est l'entreprise. Ce qui me plaît, c'est la nature, l'agriculture et tout. Et donc, il y a des analogies entre les systèmes biologiques, comme la forêt, hein, avec le management humain, et qui sont riches d'enseignements. Hein, et on va voir les principaux, hein, il y en a certainement plus, hein, mais j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup posé pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait justement, hop, que je mette la souris, voilà, dans tout ça. Alors, le premier, c'est la diversité. Vous l'avez dit quelque part, je crois, dans le chat, où vous l'avez... Et la redondance. Hein. Une forêt, alors, une forêt résiliente, la forêt, c'est le modèle biologique le plus évolué. Il n'y a pas plus évolué qu'une forêt. Il n'y a pas plus que stable qu'une forêt. Il n'y a pas plus résilient qu'une forêt. Donc la forêt, c'est stable. Hein, c'est ce qu'il y a de plus résilient. Moi, je sais que là où je suis, par exemple, dans ma maison d'été,
j'ai des indicateurs qui me disent que je suis en forêt. Hein. Notamment, on va parler de plantes bio indicatrices, le lierre, la violette, certaines choses qui fait que la forêt est très stable. Hein, et qu'elle est donc stable, elle est diverse, et c'est pour ça qu'elle est très résiliente. Hein, parce que dans une forêt, il y a des arbres, il y a pas mal de plantes, il y a des insectes, il y a des vers de terre, il y a des champignons, il y a des mycorhizes, peut-être rhizome, il a peut-être confondu ça, des mycorhizes. Hein, par exemple, un arbre ne peut pas absorber les aliments directs, il faut des mycorhizes, c'est-à-dire un système de champignons très 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 important qui va apporter les éléments aux racines, des bactéries, etc. Voilà, il y a plein de choses. Hein, et cette diversité, ça permet vraiment la distribution des rôles et des ressources, et ce qui protège le système des perturbations. Hein. Et si une espèce est touchée, d'autres peuvent compenser. Voilà. Hein. Voilà. La renaissance de la forêt après l'incendie, oui. Alors, ce qu'il y a, il ne faut pas qu'il y ait des feux de forêt successifs. Hein. Il faut qu'au minimum, il y a entre 5 et 10 ans entre deux feux de forêt. Voilà. Parce que si tu as feu sur feu, là, après, ça détruit complètement. Voilà. Il y a aussi, par rapport aux forêts, par exemple, les vers de terre, quand ils ont une feuille, hein, si vous faites du compost, si ça vous intéresse, si vous mettez des salades tout de suite, il ne faut pas en mettre trop, parce qu'elles n'ont pas été attaquées par les bactéries. Donc il faut déjà qu'il y ait une prédigestion par les bactéries pour que les vers de terre ils puissent commencer à manger pour le développement en compost. Donc ça c'est intéressant, quand si vous faites un compost, il ne faut pas mettre trop de déchets verts, parce que ça va plutôt pourrir que plutôt être absorbé par les vers. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc côté management, ben c'est là qu'on se dit ben, que dans le management, il faut de la diversité au niveau des profils. Et moi, ce que je me suis rendu compte quand j'allais en entreprise, enfin j'y vais encore, il y a souvent une homogénéité dans les profils, parce que souvent, alors dans les profils comportementaux, pas dans les hard skills, mais dans les soft skills, il y a souvent de l'homogénéité, parce que c'est plus facile à manager. Voilà. Ça, c'est très important. Et donc, c'est intéressant de voir que la diversité, c'est pas au niveau que des hard skills, c'est-à-dire au niveau des compétences métiers, mais il faut de la diversité au niveau du comportement, au niveau des soft skills. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de compétences transversales et beaucoup de flexibilité. Hein. Ça, c'est important. Parce que si on n'a pas ce genre d'homogénéité, non, d'hétérogénéité, pardon, de diversité, quand il y a une crise ou quand quelqu'un part, ben là, il y a quelque chose qui se bloque et il y a le système qui n'arrive plus à avancer. Voilà. Et donc ça, c'est important. Alors je dis pas que qu'une personne doit faire tous les rôles. C'est peut faire 2-3 rôles pour que quand une personne parte, et ben que ça continue à faire. Donc la diversité, ça c'est important, et la redondance. L'adaptabilité. Alors, la nature s'adapte beaucoup. Hein. Elle a une facilité d'adaptation au changement. Et notamment, j'avais vu un jour un reportage où il y a de temps en temps, vous savez, des espèces avec les vents et tout, qui sont pris dans les vents et puis qui se retrouvent sur une île. Hein. Et notamment, c'est comme ça qu'ils sont venus certaines espèces sur les îles aux Galapagos ou par ça. On se demande d'où ils viennent. Et souvent, il y a des choses qui sont venues, alors par les bateaux maintenant, mais souvent par les vents, hein, d'île en île. Et on se disait, ben tiens, les espèces, pour s'adapter, il faut du temps. Et ils se sont aperçus, il y a des chercheurs qui ont mis des espèces de lézards, et ils ont vu qu'en 2 ans, ils avaient déjà changé leurs pattes, leur queue, ils s'étaient déjà adaptés au système, alors qu'on pensait qu'il fallait plusieurs décennies. Et en fin de compte, en quelques années seulement, ils avaient fait déjà des changements énormes. Voilà. Hein, donc ça, c'est important de savoir qu'ils sont très adaptables. Pareil, en une organisation, il faut vraiment favoriser l'adaptation. Dans le Covid, il y a des gens qui ne sont pas adaptés. Hein. Si je pouvais, faire une analogie, dans la nature, la forêt est l'écosystème le plus stable parce qu'il est le plus développé.
Pour faire une forêt, il faut à peu près 100 ans, hein. En moyenne, il faut 100 ans. Il faut un siècle pour partir d'un terrain vierge et pour qu'elle se transforme en forêt. Voilà, hein, il faut à peu près 100 ans. Hein. Sur une terre qui ne soit pas un désert quand même. Hein. Les entreprises qui ont le plus résisté, qui ont été le plus résilients dans toutes les crises, ce sont les entreprises familiales qui sont là depuis des années. Ces entreprises-là, elles sont passées, mais elles ont pratiquement pas. Alors, elles ont eu la crise, mais elles ont très bien surmonté la crise. Les jeunes entreprises ou les entreprises qui avaient du turnover et tout, elles ont explosé en rôle où les gens, ils ont eu peur et ils ont tout de suite brûlé toutes leurs cartouches. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien, Linda. Je regarde un petit peu hein, l'histoire de tes frelons, ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter. Et l'adaptation, adapter les stratégies et tout, euh, avoir un cap, mais pas être rigide, voilà. Voilà. Hein, comme une forêt, elle va s'adapter aux saisons. Hein. Vous avez les 4 saisons, hein, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Hein, les saisons, ben, quand il y a l'hiver, ben, les plantes elles rentrent en dormance pour certaines. Hein. Par exemple, les cerisiers, ils vont hop perdre leurs feuilles, ils vont se mettre hop, hein, ils vont se protéger. Hein. Et puis dès qu'il va y avoir les beaux jours, et ben hop, on ouvre le bourgeon, on fleurit et puis rapidement on met à maturation. Voilà. Alors, je vais retendre. Oui, il faut du temps pour faire les choses, hein, et parce qu'il y a la loi de la gestation. Et souvent, l'entreprise en va un petit peu trop vite. Donc, le temps est un allié. Et souvent, quand les gens ils sont dans l'urgence, je dis souvent aux chefs d'entreprise, aux managers, je leur dis, c'est le temps de s'arrêter. Il est urgent de s'arrêter. Alors, les gens, ils regardent, ils disent, parce que plus vous allez vite, plus vous risquez de faire une sortie comment dire, de virage. Hein. Et la nature prend le temps de faire les choses. Enfin, il y a des cycles, voilà, et ça va lentement. Je vois bien aussi dans le sport, même si je suis, même si j'aime pas le foot, ça, voilà, c'est pas mon truc. Souvent dans les équipes de foot, au bout de 6 mois, ils changent d'entraîneur, quoi. Et ben, c'est pour ça que comment dire, les équipes, elles gagnent pas. Ils sont trop sur comment dire, le court terme. Hein, on voit bien les entraîneurs qui sont restés longtemps, comme Arsène Wenger, je crois qu'il était Arsenal, et ben, ils ont des résultats parce qu'il y avait une culture. Hein, ben, on en revient toujours à la culture, hein, comme les plantes. Et ça, c'est important. Prendre le temps. Et souvent, on ne prend pas assez le temps. Et au niveau du mindset, quelque chose, il ne faut pas confondre impatience et mince, un autre mot. Il faut surtout pas être impatient parce que impatient va vous mettre des obstacles, il va vous mettre des freins. Voilà. Donc ça, c'est important. Une chose aussi, pourquoi la forêt est l'écosystème le plus stable, c'est important parce que c'est grâce aux arbres, ça je l'ai appris il y a quelques mois, non, il y a peut-être maintenant 2 ans, qu'il pleut, parce que c'est le magnétisme, les arbres créent un magnétisme et attirent notamment la pluie. Donc ça c'est important, si vous voulez avoir de l'eau, hein, il faut vraiment mettre des arbres. Donc des arbres, des arbres et des arbres. Si vous mettez des arbres chez vous, mettez plutôt des arbres type des arbres fruitiers, parce qu'en plus vous en bénéficierez et vous mangerez des fruits. Voilà. Empressement et impatience. Voilà. Ne confondez pas empressement et impatience. Impatience, c'est impatience d'avoir et empressement, c'est empressement de faire. Donc soyez plus dans l'action plutôt que dans l'inaction. Tiens, celle-là, il faudrait que je la sorte. Voilà. Il faut que je me mette là, ma souris là, pour que je puisse. Voilà. Alors, interdépendance, ça c'est très important, ça on l'a beaucoup étudié en intelligence collective avec Robert Dietz, et la collaboration c'était vraiment un autre sujet. Hein. Dans la forêt, hein, je parle toujours de la forêt parce que c'est l'écosystème par excellence, chaque élément est interdépendant. Hein. Les arbres, par exemple, partagent des nutriments et cèdent des racines et avec les mycorhizes. Les mycorhizes, donc c'est des champignons microscopiques. Il y en a des millions, des toiles dans la terre. Les mycorhizes, c'est par exemple quand vous soulevez certaines feuilles dans la forêt, vous avez un peu de la chevelure blanche là.
Et ben, si vous voulez, si vous avez des arbres qui ont des difficultés à prendre, vous prenez ces champignons-là, vous les mettez, vous les posez juste sur la terre. Il faut surtout pas, comment dire, les enfouir, parce que les champignons sont des organismes aérobies. Ils ont besoin d'air. Et si vous les mettez en dessous de 10 centimètres de terre, il n'y a plus d'air et ils meurent. Voilà. Donc il faut de l'air pour les champignons. Et donc il y a beaucoup de coopération, de collaboration, et ils s'aident entre eux. Il y a beaucoup de synergie. Bah, pareil en termes de management, l'interdépendance et la collaboration est primordiale. Mais souvent, je vois de la compétition dans les équipes pour des questions de pouvoir, pour des questions d'ego, ou parce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir la promotion que l'autre n'a pas. Et ça fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est vraiment un état d'esprit d'entraide qu'il faut développer en entreprise, qui a naturellement comment dire, euh, comment dire, dans la nature, c'est naturel. Oui, un écosystème, ça peut être la mer, l'océan, comment dire, les déserts, peut-être des écosystèmes qui sont complètement différents. C'est un système dans lequel il y a beaucoup de choses, notamment des plantes et des animaux. Les deux vont avec. Je parle de la forêt, mais la forêt ne peut pas vivre s'il n'y a pas de ver de terre. Le ver de terre est comment dire, un animal, côté animal, alors que la forêt elle est plutôt côté végétal. Les cycles, quelqu'un a parlé des cycles, je ne sais plus si c'était Isabelle ou quelqu'un qui a parlé des cycles. Ben ça, c'est important. Dans la nature, la forêt a fait des cycles. Après un feu, une tempête, vous l'avez vu, et le système est capable de se régénérer, de redistribuer les ressources, de se réorganiser pour retrouver l'équilibre. La forêt va vers un équilibre. Et c'est ça qui est aussi peut-être à tirer comme leçon, c'est dans l'entreprise, il faut aller vers un équilibre, vers un processus d'auto-organisation. Elle s'auto-organise, l'auto, c'est ça qui est important, et c'est ça qui permet que l'écosystème va survivre à long terme. Et ça en entreprise, ça serait pareil. Notamment, moi je parlais des cycles de vie, on parle des cycles de vie des produits, des cycles de vie aussi quand on fait des commandes. Moi j'étais dans la gestion des stocks à un moment donné, et il y avait des cycles. L'été, on ne vendait pas la même chose que l'hiver. On vend des chocolats, par exemple, à Noël et puis à Pâques, mais on en vend très peu pendant l'été. Il y a des cycles. L'entreprise, elle a plein de cycles. Et il faut comprendre les cycles dans lesquels l'entreprise elle est, parce que ça c'est important. Moi je sais que quand j'étais dans les achats, j'avais mes courbes de stock, mes courbes de commandes ou mes courbes de prévision qui étaient différentes. Et il y avait les gens qui étaient des fois au-dessus de moi qui disaient non, comment on fait, c'est linéaire la vente. Ben non, c'est pas linéaire. Voilà. Donc ça, c'était important aussi. Mais là, il faut que les gens s'auto-organisent. Donc, il faut beaucoup de confiance et beaucoup d'autonomie. Autonomie. Oula, je vais dépasser le temps, j'en suis désolé. Mais en plus, il y a voilà. Ressources partagées et capital symbiotique. Alors, ressources partagées, c'est évident. Moi, j'étais dans des entreprises où les gens gardaient l'information parce que c'était le pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, il faut partager. Le partage, il faut que ce soit une des valeurs. Dans la nature, on partage tout. D'abord, il n'y a pas de déchets dans la nature. Il y a qu'ils recyclent. Nous, on est le seul animal qui crée du déchet. Le déchet, c'est un déchet qui n'est pas recyclé, qui n'est pas remis. C'est pour ça que dès qu'on commence à le recycler, on commence à plus faire de déchets. Et donc ça, c'est important. Et dans une organisation qui est résiliente, on utilise les réseaux, les connaissances, les ressources partagées, on fait des dossiers partagés. Ça, moi, il y a 20 ans, quand j'étais en entreprise, on commençait à mettre des dossiers en entreprise où on allait mettre des choses et on allait piocher. Voilà, donc ça c'est important. Et donc en période de crise, voilà, il y a les ressources qui sont là et qui permettent de trouver rapidement les solutions. Même peut-être d'anticiper. Hop. La vision.
Bon, la vision, ça c'est tellement la nature, elle sait qu'elle, il faut qu'elle aille vers une forêt, qu'elle aille vers de la stabilité si elle veut résister. Voilà, donc ça c'est clair. Et la nature ne fait pas de surexploitation. Il y a toujours un équilibre. Même une forêt, elle est en, elle est en biodynamique classique. Il y a, il y a, il y a beaucoup plus de nourriture dans une forêt qu'elle peut en absorber. Donc elle provoque l'abondance. La forêt provoque l'abondance. C'est pour ça que quand les gens ils coupent une forêt et qu'ils font des cultures, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Donc pendant des années, elle monte la production, et puis après, elle commence à diminuer parce qu'il n'y a pas ce cycle de forêt hein, qui amène régulièrement des feuilles, voilà, et puis tout doucement. Donc à un moment donné, on est obligé d'apporter ce qu'on appelle des entrants, type engrais ou autre chose, parce que elle n'a plus ce naturel. Et quand on fait de la biodynamique, eh ben, on n'a pas besoin de mettre d'engrais, notamment chimiques, parce qu'on va trouver un système pour faire un peu comme on va utiliser un peu la forêt comme exemple. Dans l'entreprise, c'est pareil, hein. Il faut qu'il y ait une vision qui soit durable. Il ne faut pas que tous les ans on change. Souvent, moi j'étais en entreprise et dès qu'il y avait un nouveau manager ou un nouveau dirigeant, parce que c'est des entreprises internationales, on changeait complètement. Et on recommençait, et on recommence. Et ça, ben, on commençait, on avait mis des choses en place, on recommençait, donc on chutait, on remontait, on chutait, et puis en fin de compte, on faisait du yo-yo. Un peu comment dire, les régimes. Voilà. Et ça, quand on fait ce genre de choses, qu'il n'y a pas une vision qui est stable, la stabilité, hein, ça use. Hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles les gens, ils sont, comment dire, épuisés. Ce terme épuisé, voilà, ça c'est important, l'épuisement. La résilience, ça permet aussi d'aller vers les défis. Hein. La résilience comme un écosystème collectif. Bah, la forêt, hein, je vous en parle depuis tout à l'heure, hein, il y a tout. Hein. Là, il y a une force individuelle, il y a les arbres, il y a qui protègent notamment les oiseaux en hiver. Hein. Les arbres se font des très bons abris pour les oiseaux, pour les animaux. Hein. Il y a quelque chose il y a un équilibre qui se passe. Hein. Les grands protègent les petits. Hein. L'arbre, s'il est grand, mais s'il n'a pas de mycorhizes et pas de vers de terre, eh ben, il meurt. Hein. Voilà grosso modo, hein. Et le réseau mycorhize, hein, les champignons, mais ils partagent l'aliment. Hein. C'est vraiment tiens, les mycorhizes, ça serait le Amazon de l'arbre hein, qui apporte régulièrement, à temps et en heure, tous les aliments pour les arbres. Bah, le soutien, il est là. Hein. En management, c'est le soutien. Hein. Il faut que le collectif, il soit collectif. Il ne faut pas que les gens travaillent tous pour eux. Et le soutien est important. Le soutien, pour moi, c'est peut-être l'élément clé du collectif. C'est pour moi, autant l'authenticité, c'est le facteur clé de l'intelligence collective, autant le soutien, c'est vraiment, pour moi, le facteur clé d'une équipe qui fonctionne bien. Il faut qu'il y ait du soutien. Et c'est des choses très simples qu'on peut mettre en œuvre. Voilà le soutien. Vous m'entendez toujours? Faites un petit pouce. Je ne vois pas rien dans le chat. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Super. Merci. Voilà. Donc, c'est là aussi que le mentorat, hein, il peut être important, hein, les échanges, le transfert de connaissances, le partage et tout ça, le mentorat est très très important dans ça. Hein. Et de créer un réseau, comme les racines, hein, dans une équipe. Donc il faut créer un réseau qui soit. Là, on a Internet, mais aujourd'hui, l'Internet, c'est pas vraiment. Il y a souvent des choses qui bloquent, il y a souvent trop d'informations, et il n'y a pas forcément l'information qui est bien au bon moment. La régulation émotionnelle et collective. Alors ça, la cohésion, pardon, collective, cohésion collective. La régulation émotionnelle. Les plantes, comment dire, ils communiquent grâce à des phénomènes chimiques. Hein. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi, ils savent que quand il fait froid, ben, l'émotion, c'est-à-dire le corps, il va se mettre en hibernation. Le corps, il sait qu'il va faire froid, il anticipe, hop, il se met en hibernation. Et c'est ça qu'il anticipe. La forêt anticipe. Et nous, on ne sait plus anticiper. On ne sait plus écouter nos signaux forts et nos signaux faibles, l'émotion et l'intuition, alors que dans la nature,
Ça, c'est clair. Ils font ça depuis des nuits des temps et nous, on est un petit peu perdus. Et c'est pour ça que en management, c'est là où les rituels, tout ce qui est méditation, tout ce qui est se reconnecter à soi, tout ça, ça c'est quelque chose qui devrait être là, il y a des choses qui sont très importantes à développer si on veut que comment dire, les entreprises, les équipes soient résilientes. L'émotion, la méditation, tous ces feedbacks, toute la communication, la bienveillance sans complaisance, voilà, tous ces moments-là, tout prendre du temps pour aussi modéliser, tirer des leçons. La forêt, enfin, la nature tire des leçons systématiques, puisqu'après il y a de l'adaptation qui se fait. Hein, voilà. Et ben en entreprise, ça c'est des choses qui sont pas forcément naturelles. Hein. Et donc aussi, quand une plante est stressée ou un arbre, un animal est stressé, il va faire pour que ça soit plus. Comment travailler l'intelligence émotionnelle? Sylvie, tu me gardes cette question-là et on la prendra en question-réponse. Hein. Voilà. L'expérimentation. Bah oui, la forêt, elle fait que de l'expérimentation. Hein. Comment dire, les plantes aussi. Hein. Vous coupez un arbre, et ben pof, les espèces vont changer, tout va se refaire. Enfin, ça, tout de suite, ça s'adapte. Hein, parce qu'ils expérimentent, tiens, il y a plus de soleil, ou il y a moins de soleil, il y a plus d'eau, il y a moins d'eau, et tout de suite ça fait. Et bien là aussi c'est pareil, hein, c'est en management, c'est ça, c'est utiliser cette expérimentation, modéliser, créer aussi des rituels, des pratiques régulières, modéliser tout ça pour que ça soit ancré. Et aujourd'hui, on ne prend pas le temps de se poser et de tirer des leçons. Et on va trop vite. Et on va trop vite, on va toujours être dans la réflexion et pas dans l'émotion. Donc ça, c'est important. L'émotionnel est très important. Hein. 99% de la performance, c'est dans l'émotionnel. Hein. Je referme, mais c'est bas. Et on est trop sur le comment faire et on est trop sur la réflexion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a obligés à faire et qui est fait pour justement nous mettre justement dans un état peut-être pas forcément favorable pour le bien-être. Voilà. La confiance dans la vision. La forêt, je vous l'ai dit, sa vision, c'est, enfin, la nature, sa vision, c'est de faire une forêt. Voilà. Hein. Et puis, dès qu'il y a des dangers, ben, la forêt, elle, c'est de être dans être moins en danger, être le plus dans le bien-être. Voilà. Hein. Donc, les plantes partagent beaucoup d'informations grâce à la chimie. Hein. Ça, c'est clair. Et ben, en management, la confiance, ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Hein. Avec une communication claire et transparente. Je vais avancer un peu plus vite. La solidarité, ça c'est classique. Dans la forêt, ben, tout le monde se soutient, tout le monde est proactif. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir plus. Il y a des entreprises où la solidarité est une valeur qui est incarnée. Je pense à celle que je vais accompagner la semaine prochaine. La solidarité, c'est une valeur incarnée pour bon nombre des personnes. Hein. La préparation aussi. Préparer la forêt avant de mettre un arbre, et ben, elle va préparer la terre, ça va s'organiser. Il y a une préparation continue, et puis à un moment donné, ben, l'arbre il va pouvoir pousser. Vous n'allez pas pouvoir mettre un arbre tout de suite dans un désert. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La préparation, c'est alors en management, c'est ben, faire de la formation. Souvent, moi, j'étais en entreprise et les gens, ils sont pas formés, on les met à des postes et les gens, ils se cassent la figure. C'est pas de leur faute. Hein. Et donc, c'est là aussi qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a aussi, toutes les capacités d'apprendre, la nature apprend vite. Mais nous, on a tellement de choses qu'aujourd'hui, la formation est importante. Alors, la formation, elle doit évoluer aussi, hein, la manière d'apprendre les choses. Hein. Parce que il faut anticiper les changements, donc il faut se former régulièrement. Voilà. Culture de l'apprentissage. Alors là, l'apprentissage, pareil, les erreurs font partie du processus d'évolution. L'erreur,
fait partie de l'apprentissage. Si les gens voulaient apprendre sans vous tromper, non. Il faut apprendre à vos enfants qui vont se tromper et c'est normal, ça fait comme ça qu'on apprend. La première fois qu'on a cassé un œuf, pardon, on a peut-être mis partout. Hein. On a appris à marcher. Voilà. Et ben, en entreprise, il faut se dire que l'échec fait partie de l'apprentissage. Innover sans se tromper, c'est pas possible. Donc l'échec fait partie du truc. Et surtout les Américains, ils disent de toute façon, se tromper, c'est bien. On embauche quelqu'un qui a déjà fait 3 dépôts de bilan, ben lui, il a eu des leçons à tirer et il va nous apprendre quelque chose. Quelqu'un qui a jamais, qui va toujours bien, qui a jamais eu de problème d'échec, et ben c'est quelqu'un qui, celui-là, il faut peut-être pas le prendre parce que le jour où il va en avoir un, ben il va pas être résilient. Donc l'échec, voilà, fait partie du processus. Il y a eu des erreurs dans la nature. Voilà, il y a même eu, par exemple, il y a une espèce de plante qui est l'araucaria, non, le ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, c'est le seul de son espèce. C'est le seul même, voilà. C'est comment dire, la nature, à un moment donné, elle a été vers une voie et elle s'est arrêtée au ginkgo biloba. Elle a développé d'autres, notamment les gymnospermes. Et quelque part, elle s'est arrêtée parce que là, c'était pas le chemin à suivre. Donc, elle a arrêté quelque part. Et c'est le seul qui a survécu. Voilà. Ginkgo biloba, je sais pas s'il résiste beaucoup au feu, hein, Sylvie. Je sais pas. C'est pas ça. Le ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Parce que quand il y a comment dire, un navigateur qui a ramené l'arbre, et ben, il a eu besoin d'avoir de faire de la vente. Et la première fois qu'il l'a vendu, on lui a donné 40 écus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'arbre 40 écus par rapport quand il est venu comment dire, en Europe. À Nice, il y en a des très beaux exemplaires, j'en ai pas loin de chez moi. À l'automne, ils deviennent tout jaunes et la feuille a fait comme un cœur. L'arbre aux 40 écus. Voilà. Faut pas me balancer sur les plantes parce que là, voilà. La sécurité psychologique. Alors, il y a l'étude Google, voilà, dans la nature, ben, la nature va mettre tout pour que ça soit sécure partout. Hein. La sécurité est importante. Hein. Quand il n'y a pas de sécurité, on est en stress. Donc la plante, elle va se mettre en sécurité. Hein. Voilà. Ginkgo, il n'y a pas de GKO normalement, il me semble, Ginkgo. Voilà. Mais c'est ça, Ginkgo biloba. Merci Humens. Hein, alors là, la sécurité psychologique, c'est ce que je mets en management collaboratif. La sécurité psychologique, c'est la base. Hein, il y a même des études par Harvard qui a été fait. S'il n'y a pas de sécurité psychologique, eh ben c'est fini, vous avez plus de collectif. Donc ça, c'est important. Hein, et c'est la base de la résilience. Si vous n'avez pas de collectif, vous n'avez pas de résilience. Et la base de la base, pour moi, il y a même quelque chose avant la sécurité psychologique, c'est le mental, le mindset. Mais la sécurité psychologique, elle vient très rapidement. Parce que là, si vous n'avez pas la sécurité psychologique, vous n'aurez pas la confiance, que j'ai parlé tout à l'heure. Et à partir de là, ben, vous aurez de la méfiance. À partir de là, vous n'aurez pas de partage, vous n'aurez pas de communication, etc., etc., etc. Voilà. Clarté des rôles. Ben, dans la nature, la fourmi, elle a un rôle, elle sait ce qu'elle fait, le ver de terre aussi, etc., etc. Un rôle objectif, il faut que ça claire. Et ça, bon, ça c'est tellement évident, tellement évident. Et souvent, dans les entreprises, j'arrive, je dis, mais qui fait quoi là? Et souvent, il y a 2 gens qui font à peu près la même chose, et puis il y a un truc qui devrait être fait par l'autre qui n'est pas fait, etc. Donc c'est pas clair. Et souvent, les rôles, quand les gens ils réembauchent le poste qui est parti en disant attends, quelqu'un est parti pour X raison, démission, ou il est parti en retraite. Attends, il serait peut-être temps là de se poser, de dire maintenant il faisait ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font déjà ce travail-là? Est-ce qu'on ne peut pas refaire un nouveau poste? Voilà. Donc ça, c'est important. Hein. Euh, donc dans la nature, c'est très clair. Les plantes à photosynthèse, ils vont faire de l'oxygène, d'autres, ben, ils vont capter l'azote, hein, comme les légumineuses, hein,
par exemple la veste ou le poids, voilà. Donc chaque plante a vraiment un rôle bien précis, et ça c'est quelque chose qui est peut-être pas assez utilisé en entreprise. Fiabilité et confiance dans l'équipe, bon ça c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Signification, sens au travail. Alors ça en management c'est évident. Aujourd'hui, après je vous l'ai déjà dit, après le Covid, 63% des salariés français avaient une perte de sens. Alors que dans la nature, il y a un feu, le sens c'est de refaire une forêt, hein. Ça c'est très clair, on sait où on va, hein. Et tout ont un sens. Il n'y a pas une plante qui est inutile. On dit même les adventices ou les mauvaises herbes. Et bien les mauvaises herbes, je parlais tout à l'heure des plantes bio-indicatrices, sont très importants en termes de communication. Vous connaissez les plantes bio-indicatrices, je vous donnerai le nom de la personne tout à l'heure, qui fait un travail remarquable en France, qui est un biologiste. Vous savez si votre sol est malade ou pas. Et même, vous pouvez savoir si vous pouvez trouver la plante qui peut vous soigner vous. Voilà, juste en observant. Donc toute plante a un sens. Elle a du sens. Elle n'est pas là par hasard. Non, c'est pas les herbes indésirables. Ce sont des plantes qui sont là et qui ont un... Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc elles sont même pas désirables. Il faut juste comprendre pourquoi elles sont là. Donc au contraire, elles sont d'une grande utilité. Comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, s'il y a du lierre, ça veut dire que ton sol est stable, il est en tendance forêt. Si tu as par exemple des pâquerettes, un jour chez moi j'avais beaucoup de pâquerettes, je dis, oh, c'est super les pâquerettes. En fin de compte, c'est un sol qui était trop piétiné. Voilà. Donc, quand à un moment donné, j'ai pu faire certaines choses dans mon champ, mes pâquerettes, elles ont disparu. Je dis, oh, il n'y a plus de pâquerettes. Ouais, mais ça veut dire que mon sol évoluait favorablement vers quelque chose. Processus de communication, les plantes, elles ont que ça, hein, voilà. Et c'est vrai qu'en management, la communication, aujourd'hui, on devrait faire peut-être moins parler et être plus dans l'émotionnel, parce qu'en émotionnel, on peut capter les signaux forts, les signaux faibles. Voilà. La communication, c'est pas de faire du bruit. Les plantes, elles font pas de bruit quand elles communiquent, hein. Elles font juste par signaux chimiques, hein, un peu comme le coup de foudre. Elles communiquent sans rien dire. Et bon management, on devrait plus utiliser le silence. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai dit que je l'ai dépassé, hein. Les soft skills, individuelles et collectives. Les soft skills individuelles, vous avez, je vais vite passer, c'est ce que j'ai vu, l'empathie, ça paraît évident. En entreprise, l'empathie est important. Dans la nature, tout ce qui est chimique, l'empathie, tout ça, ils ont, voilà. La gestion des émotions, très important. La curiosité, l'ouverture d'esprit. Comme dit Robert Diss, il faut être curieux comme un gamin qui a 5 ans. Pourquoi ceux qui n'ont pas d'empathie, c'est pas... Il y a des gens qui l'ont naturellement et des gens qui l'ont pas. Il faut qu'ils apprennent à se mettre à la place de l'autre. C'est pas être l'autre, hein, à comprendre l'autre, tout simplement. Ça, il faut écouter, il faut se taire. Voilà, déjà se taire. C'est pas prendre tous les malheurs du monde sur soi, hein. Prise de recul. Voilà, il faut prendre du recul. Résilience émotionnelle. Voilà, ça aussi, ça s'apprend. Communication bienveillante. Alors, communication bienveillante sans complaisance, je vous dis, sans complaisance. Ça, c'est important, hein, parce que souvent, il y a trop de bienveillance. Donc ça, c'est pour les soft skills. Soft skills, c'est perso, hein. Ah ouais, je dis pas que c'est facile, hein. Pour certains, c'est même impossible, hein. Mais ça, c'est autre chose, hein. Les hard skills individuels.
Donc ça, c'est le côté technique, hein. Les outils de travail, maîtrise des outils de travail, hein. Les fourmis, elles maîtrisent bien leurs trucs, les abeilles aussi, etc., etc., hein. Ils maîtrisent très bien. Les oies, quand ils vont ils traversent comment dire, le monde, hein, elles ont leur boussole, elles savent très bien s'orienter, hein. Ça, elles savent très très bien. Elles s'adaptent au niveau technique, voilà. Elles connaissent à fond leur domaine. Et souvent les slashers qui disent moi je fais plein de choses là, je peux vous dire que ça c'est pas bon, hein. Je dis pas qu'il faut être monotâche, mais il faut pas être slasher pour autant. Il faut bien connaître son truc et juste rayonner autour pour pouvoir prendre, le cas échéant, le travail d'un autre quand il part en vacances ou quand il est malade, par exemple, hein. Parce que quand il est malade, la nature, quand une fourmi est malade, les autres y font, hein. Quand il y a des animaux qui sont malades, il y en a deux qui vont s'en occuper, hein. Quand une oie est à la traîne, il y a deux oies qui vont la prendre, qui vont l'accompagner parce que si elle est toute seule, elle va avoir de plus en plus de difficultés parce qu'elle n'a pas le flux d'air. Elles vont l'accompagner, voilà, ils vont se mettre devant pour la tirer avec leur flux et elles vont la ramener comment dire, dans le groupe d'oies, hein. Donc il y a vraiment une chose qui est très importante, c'est le connaissent et puis quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, ils sont là, hein, le soutien. Savoir planifier, hein, hein, ça c'est important. Soft skills collectives. Sécurité psychologique, j'en ai parlé. Coordination et entraide, ça paraît logique. Vision partagée, tout ce qui est partagé, vision, objectif, stratégie, etc., etc. Communication ouverte, transparente, l'écoute. Là, il y a l'écoute qui rentre. Dans mon cadre, hein, il y avait l'écoute. L'agilité et surtout capacité à se tromper. Voilà. Ça, les espèces, elles expérimentent bien ce genre de comportement, hein. Elles changent, elles s'adaptent, hein. Elles vont vite, hein. Les hard skills collectives, maîtriser les processus, les process. Mon fils, il est rentré dans une entreprise, il disait les jeunes, ah, ils veulent pas les process. Mais il dit, ouais, mais les process, c'est ce que les gens, c'est l'expérience des anciens. Donc déjà, utilisez les process parce qu'il y a des modèles qui existent et vous allez gagner beaucoup de temps. Et puis après, vous pourrez les améliorer, hein. Les process, il faut les améliorer. Mais partez pas de zéro. Ne refaites pas une graine, elle repart pas à zéro. Un plan, une terre, quand elle est nue, elle part pas à zéro. Elle a une mémoire quelque part. Utilisez la mémoire. Clarté des rôles, ça c'est clair. Analyse et résolution collective des problèmes. On se met ensemble, quoi. Quand une terre va pas, il y a tous les insectes qui sont là, il y a tous les organismes qui sont là, et puis il y a des choses qui se passent, hein. Et puis il faut gérer les crises, hein. La forêt, quand elle brûle, elle gère les crises. Comment dire, les animaux partent, reviennent, refont, s'adaptent, etc., etc. Et surtout, alors ça, la forêt, je ne sais pas comment on peut le faire, mais surtout, il faut suivre et surtout modéliser, hein. Suivi les performances, c'est une chose de suivi, mais il faut modéliser, il faut tirer des leçons. Alors, on va parler maintenant un peu des plantes. Les chauves-souris. Les chauves-souris, ils ont une capacité d'adaptation énorme, hein. Elles sont connues pour leur capacité à naviguer et à chasser dans l'obscurité grâce à je vais le dire, hein, l'écholocation, hein, c'est-à-dire localiser grâce à l'écho, hein, grâce aux ultrasons, hein. Donc ça, elles sont capables de vraiment être très très performantes. Et elles sont proactives, hein, contrairement à une grenouille, hein. On avait le truc avec Robert Dist, les grenouilles et chauves-souris. Les chauves-souris sont très proactives, hein. Et en cas de pénurie, hein, par exemple, il y a un changement climatique, elles agissent leur stratégie de chasse. Donc les chauves-souris, c'est un animal qui est très 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 intelligent. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter, hein. Les coraux. Alors on parle des coraux, dans la barrière des coraux en Nouvelle-Polynésie et autres qui sont en train de mourir. Mais les chercheurs, ils ont trouvé des coraux vers le Brésil par là, qui ne souffrent pas des différences de plusieurs degrés. Ils sont en train de justement de voir pourquoi ces coraux-là,
ils sont résilients, alors que les coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie et tout, ils ont des problèmes. Et ils sont en train de voir comment ils pourraient utiliser justement ces coraux-là pour justement tirer des leçons et voir comment ils pourraient peut-être sauver les coraux de l'autre côté ou les réimplanter, je ne sais pas trop exactement. Mais ça, c'est intéressant, comme quoi, ben, vous voyez, dans toutes les espèces, ben, il y en a qui sont résilientes et pas. Hein. Euh, Ce qu'on pourrait dire, c'est comment on pourrait faire des partenariats. Hein. Comment on pourrait dire, comment les coraux du Brésil pourraient faire quelque part, donner la solution aux coraux qui sont en Australie. Hein. Là, il y a peut-être des choses qu'ils pourraient voir. Hein, c'est-à-dire comment aussi les équipes pourraient anticiper les transformations profondes. Hein. Il y a des entreprises, par exemple l'IA, hein, ou la blockchain, ou tout ça, ils ne s'y intéressent pas. Alors, il ne faut pas forcément, mais qu'est-ce que ça peut apporter comme changement, hein. Donc ça serait intéressant à voir. Le loup, on en parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du loup, il me semble. Hein. Le loup, hein. Travail d'équipe, hein. La meute, hein. Donc ça c'est important. Hein. Chacun sait l'alpha, il sait ce qu'il fait, les bêtas ils savent ce qu'ils font, ils savent comment, quand il y a une chasse, hein, naturellement ils savent le faire, ils savent communiquer avec la voix, donc voilà, et surtout il y a une loyauté, hein, dans les meutes, il y a vraiment une loyauté, une confiance. Hein. Ils peuvent s'appuyer l'un sur l'autre. Et ben ça, vous voyez, ça c'est des choses qu'on pourrait utiliser dans le travail d'équipe, hein, et la force collective. Vous voyez, c'est intéressant, c'est que là j'ai pris que quelques exemples, mais on peut dire, tiens, là il y a quelque chose à apprendre chez chauve-souris, là il y a quelque chose à apprendre chez coraux, là il y a quelque chose à apprendre chez les loups, là il y a quelque chose à apprendre, vous l'avez dit, hein, les fourmis tout à l'heure, hein, les fourmis, le fait de travailler, de travailler, de travailler, hein, c'est pas une question uniquement d'individus, individuels, mais c'est vraiment des stratégies qui sont sur des milliers et des milliers d'individus, hein, et qui assurent la cohésion et la prospérité du groupe, hein, dans les équipes. Hein. Ça, c'est important. Hein. Donc l'entraide, la communication, l'adaptabilité, voilà, ben, tout ça, ce sont des choses qu'ils font naturellement. Hein. On dit que les rats sont des animaux très intelligents, hein, quand on les mène à la labyrinthe et tout. Hein, ils sont capables d'apprendre et de communiquer pour que quand un rat, même s'il meurt, il a communiqué à l'autre pour pas qu'il meure lui aussi. Hein, il y a cette question de survie et de travail d'espèce. Alors, j'ai été vite, hein, mais c'est la première fois que je le fais, celui-là. Il faudrait peut-être que je le refasse dans quelques temps. Hein. En conclusion, alors, pour ceux qui veulent encore un livre, hein, je vous ai parlé des plantes bioindicatrices. Vous avez quelqu'un, alors moi j'ai passé des heures à regarder ses vidéos YouTube, qui s'appelle Gérard Ducerf et qui est un biologiste et qui vous explique ce que c'est la bioindicatrice, et notamment il va vous parler de la dormance des graines. C'est très intéressant. Pourquoi une graine, à un moment donné, elle germe? C'est qu'elle a des conditions favorables. Voilà. Et par exemple, il y a du pétrole, vous mettez du pétrole dans une terre, et ben, il y a des plantes qui vont germer parce que vous avez mis du pétrole. Alors vous dites du pétrole, ben, et il y a des plantes qui vont mourir, mais il y a des plantes qui vont faire parce qu'elles sont capables de s'adapter à ce nouveau milieu. Hein. Donc alors n'achetez peut-être pas de livres parce que c'est des livres qui coûtent assez cher si vous n'êtes pas comment dire, si vous voulez juste regarder ce que c'est. Allez voir YouTube, vous mettez Gérard Ducerf et vous avez de très très bonnes vidéos qui vous expliqueront un petit peu la nature et des choses très importantes. Hein, comme ça, on a vu aujourd'hui assez vite, hein, les écosystèmes comme la forêt, les plantes bioindicatrices. Hein, je vous ai parlé du lierre ou de la violette ou des choses comme ça. Hein, des espèces résilientes. Voilà. Hein, et rappelez-vous une chose, c'est que la résilience, ça ne se fait pas en un jour. Il faut avoir des modèles, il faut avoir fait des échecs, il faut apprendre des autres, il faut observer, il faut du temps, il faut de la persévérance. Hein, comme en la nature, hein, c'est pas en une semaine qu'on fait de la résilience. Hein. Et le manager, c'est un peu le jardinier des organisations. Pensez que vous êtes un jardinier, que vous devez
planter, nourrir, faire grandir, collaborer, prospérer, même parce que vous allez avoir des tempêtes, que votre sol il est plus ou moins fertile quand vous arrivez, c'est à vous de faire que votre sol il soit en abondance, qui procure plus que ce que vous pouvez consommer. Voilà, et ça c'est important. Et avant de conclure, j'aurais envie de vous dire quelle action concrète vous pourriez mettre en place dès demain, une seule, voilà, peut-être qui est inspirée de ce webinaire, un simple changement qui pourrait faire peut-être ou quelque chose qui a résonné, peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être quelque chose qui a résonné et qui pourrait, avant de passer aux questions, qui pourrait dire tiens, voilà, ça serait un truc que je voudrais essayer, ou tiens, c'est quelque chose que je ne pensais plus et que je pourrais mettre en place. Qu'est-ce que ce webinaire vous a inspiré? Voilà. En quoi la nature, voilà. Place au silence, ouais, et prendre du recul, ouais. Ouais, le silence, hein. Tu sais, quand tu te balades dans une forêt, hein, c'est silencieux, hein. Mais je peux vous dire qu'il y a des ondes Tesla, alors on pourrait en dire, et qui sont très ressourçantes, voilà. Accepter les différentes saisons. Ouais, 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 oui, bien sûr, Mylène. Tout à fait, les différentes saisons. Ouais, 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 ouais. Moi, j'accepte ça, hein. Même déjà, j'accepte les différents temps dans une journée. La sieste, par exemple, hein, le silence. Ouais, ouais. Alors, quelques informations très importantes. Je vais faire quelque chose sur YouTube. Voilà, je vous en ai déjà parlé, mais je pense que voilà, j'ai toutes mes formations, tout ce que j'ai fait, retrouver le sens et le bon sens dans l'humain. Ah bah oui, ça tu prêches un convaincu, si, enfin tout ce que vous me dites, vous prêchez un convaincu. J'ai une chaîne YouTube que j'ai modifié un petit peu le nom, qui s'appelle 100% formation VIP. Voilà. Il y a déjà 2 formations qui sont là sur l'intelligence collective. Il y a déjà 19 vidéos. L'intelligence collective en entreprise, que j'ai appelé le management collaboratif, 19 vidéos. L'entrepreneuriat, il y a 38 vidéos. Hein. Et ça, elles sont pour les membres. Les membres, ça veut dire quoi? Donc il faut payer juste un petit peu, c'est 50 € par mois, 49,99. Et là, vous pouvez tout prendre. En plus, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez, parce que vos questions, ben, je répondrai, mais en plus, ça me permettra peut-être de faire des nouvelles vidéos en complément de celles que j'ai déjà faites. Vous voyez, j'ai 26 formations à faire, j'en ai 2 faites. Hein, j'en ai encore 24 à faire, donc j'ai du boulot pour les mois et les années à venir. Et notamment, la prochaine que je voudrais sortir au mois d'avril 2025, c'est la préparation mentale et notamment les outils de ROM. Ah, les ROM, je vous dirai un petit peu ce que c'est. C'est le R comme routine, le O comme objectif, le M comme motivation et le E comme l'expérimentation ou l'excellence. Voilà. Hein, le E, j'ai plein de E, hein, même le E, M, j'ai plusieurs M, et puis le E, voilà. Rome comme la ville de Rome, voilà. Et donc c'est une formation. Mais surtout une chose, pour ceux qui sont intéressés, c'est qu'il y a des gens qui me demandent toujours des certifications. Alors moi j'ai dit oh non, non, mais il y a des gens qui ont besoin pour mettre ça dans leur CV. Eh ben, j'ai dit, bah, tiens, bah, je vais faire un processus de certification. C'est-à-dire que, par exemple, vous me dites, j'ai fait la formation, bah, pour l'instant, management comportemental, je vais être certifié. Donc, je préparais un petit questionnaire, hein, puisqu'il y a 19 vidéos, donc il y aura peut-être 2 ou 3 questions par vidéo, donc il y aura à peu près une cinquantaine de questions. Et puis, en fonction du total, hein, minimum, s'il y a 50 questions, minimum peut-être pas 25, mais au minimum, moi je suis plutôt à 12, donc ça sera plutôt 30 bonnes réponses. Et ben, il y aura une certification avec des différents niveaux. Par exemple, argent, j'ai pas encore décidé. Argent si vous avez 12, 14 c'est doré, platine si vous avez 16, et puis au-delà de 18 c'est je sais pas trop quoi. Voilà. Diamant. Diamant, voilà. Diamant, voilà. Très bonne, voilà. Donc ça sera aussi, et puis comme ça, vous pouvez dire, ben voilà, je suis certifié. Carbone. Carbone, ouais, carbone 14, pourquoi pas. Et voilà. Il y a des gens qui me l'ont demandé, surtout notamment en Afrique, ils ont besoin justement, quand ils font des formations, d'avoir des certifications. Ben, j'ai dit voilà,
Donc, c'est des formations qui coûtent 3, 4 000, 5 000, voire même beaucoup plus. Donc, vous pouvez l'avoir à des prix certifiants, très abordables pour aller en un mois, vous pouvez faire toute une formation. Hein, il n'y a pas de souci. Et puis à partir de là, avec une certification, allez, pour moins de 500 €, vous pouvez faire une formation de qualité, hein, moi qui m'a pris plusieurs années et qui vous pourra, voilà. Aujourd'hui, j'ai bientôt, la semaine prochaine, j'ai 64 ans, donc je suis dans une phase où je veux transmettre beaucoup de choses et c'est ma manière voilà, de transmettre et de continuer à travailler d'une manière différente. Voilà. Et puis si vous voyez des choses qui sont plus importantes, vous dites, ben, tiens, je voudrais, voyez, vous aurez même euh, l'accès à ma bibliothèque virtuelle. Il y a à peu près 200 ouvrages avec des vidéos, des audios et des livres. Voilà. Donc ça, c'est même pas une vidéo, ça sera l'accès à ça. Et donc vous aurez pas mal de choses que j'ai faites. Et vous me dites, bah, tiens, je voudrais avoir, moi, la formation sur le neurobranding. Voilà, elle m'intéresse celle-là. Et ben, peut-être que si j'avais pensé à la faire dans 6 mois, ben, s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui le demandent, ben, je la ferai passer avant. J'ai pas, comment dire, de planning. Je sais que je vais les faire, mais dans l'ordre, je sais pas. Voilà. Oui, c'est-à-dire que quand es membre sur YouTube, c'est le process YouTube, hein, Brigitte. C'est que tu payes 50 €. Enfin, moi, j'ai mis ça à 50 €. Il y a des gens, tu payes 250, 300, 500. Hein. Moi, j'ai mis 50 € et pendant 50 €, tu auras accès à toutes mes formations qui sont membres. Donc, pour l'instant, il y en a 2. Mais après, il y en aura 3, il y en aura 4, il y en aura 5. Donc, tu prendras ce que tu veux. Et en un mois, tu peux prendre toute une formation. C'est-à-dire que management collaboratif, en un mois, tu peux te la faire si tu es assidu. Tu peux te faire une formation pour 50 €. Moi, celle-là, c'est celle de Robert Diz que j'ai adaptée à l'entreprise. Celle-là, aujourd'hui, elle est à 1500 minimum. Donc, tu vois, elle est 30 fois moins chère. Et puis, si tu me dis, ouais, moi, en plus, je voudrais avoir une certification là-dessus, eh ben, ça sera un processus sur lequel je vais t'envoyer quelque chose. On fera même en direct live, en genre comment dire, de visio, voilà, hein, comme un examen. Et à partir de là, ben, moi, je note. Et puis à partir de là, ben, voilà. Donc voilà, c'est pas très cher, mais c'est une manière de dire de mettre pour aussi accès à beaucoup de monde. Voilà. Oui, tu peux l'arrêter sur YouTube, tu l'arrêtes, tu peux l'arrêter 2 jours après et tout. Voilà. C'est très facile à s'abonner, c'est très facile à se désabonner. Oui, tout à fait. C'est très facile. Ouais. Voilà. Alors, prochain, donc je vous ai dit, c'est le 27 février. Et maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, merci pour ceux qui. Excusez-moi j'ai dépassé, hein, mais c'est un sujet qui me passionne. Alors, merci pour. Le manager, c'est le jardinier des organisations. C'est joli, hein. Ah ouais, j'aime bien. Très intéressant. Oui, alors, les ouvrages. Tiens, je vais peut-être remettre les ouvrages si vous n'avez pas eu le temps de les. Attendez. Tac. Où est-ce qu'ils sont les ouvrages? Bon, voilà, ceux-là. Hop. C'est joli les ouvrages en fond. Hein, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Oui, le silence, webinaire instructif, merci. Les rats envoient les malades pour les tester, les apparts, la toxicité. Oui, Thierry, tout à fait. Hein. Ouais, merci. Hein. Voilà. Ils savent le don. Hein. L'empathie, on les appelle aussi les herbes indésirables, ça j'ai répondu. Alors, il y avait quoi, la fameuse question? Travailler sur l'intelligence émotionnelle de Sylvie. Hein, c'était ça. C'était quoi? C'est comment travailler sur l'intelligence émotionnelle? Si elle est encore là, elle est peut-être partie. Non, Sylvie. Alors, comment travailler sur l'intelligence émotionnelle? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Sylvie. Oui, je préfère parler, ça sera plus rapide. Oui. En fait,
Quand vous parliez d'émotion, j'ai pensé à l'intelligence émotionnelle Ouais. et justement hier, j'ai découvert sur, LinkedIn la roue des émotions avec une petite Oui. explication un peu pour, expliquer comment l'utiliser et c'est très intéressant. Ça correspond aussi à tout ce que vous disiez, notamment, comment gérer les émotions dans les équipes, comment, les transformer de façon positive. Voilà. Oui, alors c'est Pipluc. C'était un psychologue de Floride qui a fait la roue des émotions. C'est ce que je mets aussi dans mes formations, qui est très intéressante. La roue des émotions est très intéressante quand tu veux amener l'émotionnel dans une équipe. Moi, il y a 15 ans, quand on m'a dit t'as quoi comme émotion, j'ai dit je sais pas. C'est pas facile, hein. Oui. Et la roue émotionnelle, ça te permet de dire, parce qu'une émotion, quand tu vois, souvent avec la roue des émotions, tu peux dire aujourd'hui ce que je ressens là, maintenant, à l'instant, eh bien, il y a plusieurs mots. Au lieu de dire je vais chercher une émotion, tu dis ben c'est peut-être de l'inquiétude, c'est peut-être de l'enthousiasme. Donc tu peux mettre plusieurs mots sur quelque chose que tu ressens. Donc déjà tu peux dire que l'émotion c'est pas si simple, ça peut être différentes. Moi quand je l'utilise, je dis comment c'est. Donc je l'utilise comme moi. Tu vois, mais je dis moi je suis impatient ou je suis enthousiaste, puis en même temps je suis serein. Tu vois, donc l'émotion elle peut être sous différents mots. Donc ça tu peux faire rentrer ça. D'accord. Mais l'émotion aussi, c'est te dire, ok, tu ressens, mais tu ressens où, tu ressens quoi, et quand tu sais à un moment donné, tu la combines avec l'intuition. Moi, je combine beaucoup l'intuition et l'émotion. Mmh. L'intuition, c'est les signaux faibles, c'est ce qui te vient. Tu sais, quand une idée te vient, souvent on te dit une idée te vient. Et bien, quand une idée te vient, alors attends, je vais mettre là, pour ça je vais plus vous regarder. Quand une idée vous vient, ça, c'est l'intuition. Toi, elle vient. L'intuition, c'est l'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est l'intuition. Et quand elle te frappe, elle te provoque une émotion. Mmh. D'accord? C'est ma définition, hein, c'est ce que j'ai compris. Et quand elle te vient, il y a deux possibilités dans l'émotion. Elle est bonne ou elle est mauvaise. Bonne, agréable, désagréable. L'émotion, c'est très simple. C'était, comme disait Einstein, c'est tellement simple que les gens ne le font pas. Elle est bonne, bah, tu suis ton intuition. Elle est mauvaise, stop. Et souvent, on ne suit pas nos intuitions parce on n'a pas écouté notre corps. Et le corps ne ment jamais. Mais pour ça, il faut pas être en crash. Parce que si tu es en crash, tu vas pas entendre l'intuition ni l'émotion et tu vas mal la comprendre. Mmh. Et donc, en amont de ça, il y a tous les processus de méditation qui est importante. Parce que si tu es stressé, si t'es perturbé et tout, alors là, tu peux rien faire, hein. L'émotion, il faut être dans un état émotionnel favorable pour bien comprendre l'émotion. Parce que dans chaque émotion, derrière chaque émotion, il y a une intention positive. L'émotion, elle est là pour te dire un message. Donc si tu n'es pas en capacité de l'entendre, entendre, silence, c'est fini. C'est très simple. Tu vois le silence, on a parlé de silence là, il y a tout à l'heure. Et ben pour bien comprendre les émotions, il faut être dans le silence. Et souvent dans les entreprises, on est dans le bruit. On fait du Mmh. bruit parce qu'on dit ouais, le bruit c'est l'enthousiasme, ça veut dire que les gens ils en veulent. Non. Moi j'ai compris ça avec Robert Diss, c'est que souvent on était dans le silence et on allait vite. On faisait rien mais on allait vite. C'était paradoxal. Donc on faisait peu d'efforts et on produisait beaucoup. Donc je me suis dit attends, il y a un truc là. Mais c'est pas ce que j'avais appris en entreprise. Le silence, c'est une des armes. La méditation, le fait d'être bien dans sa tête, l'état d'esprit, les états génératifs, les états méditatifs, les états, le être, ça c'est important. L'émotion est supérieure à la réflexion. Et aujourd'hui, on nous apprend que la réflexion, il n'y a que ça qui vaut. Mmh. Ben non. Alors ça, c'est un changement de paradigme complet, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris, hein.
en entreprise. Et c'est pas du tout étudié. Dans les écoles, on commence à nous dire, et notamment, tiens, je ne sais pas s'il est encore là, c'est la personne de Casablanca, mais Sylvie Casablanca. Ah, non, c'est Casabianca, c'est peut-être pas toi qui es de Casablanca, c'était Walid qui était de Casablanca. Moi, je sais qu'au Maroc, et je pense qu'en France aussi, il y a des maternelles, ils commencent à faire des états méditatifs avant la sieste. Ils font une petite méditation. Ils apprennent. Quand tu es stressé, quand ça va pas et tout, tu t'arrêtes. Parce que si tu continues, tu vas te planter. Donc arrête-toi. Les gens ils disent j'ai pas le temps. Ben si justement, prends le temps. Prends le temps de t'arrêter, d'être dans un méditatif, d'écouter ton émotion et qu'est-ce qu'elle est en train de te dire. Et souvent en faisant ça, ben, ça va mieux. Ben, ton stress, il disait ben, pose-toi, fais une pause, fais une pause. Il y a des choses qu'on sait gérer. Quand ton ventre il gargouille, ton corps il te dit quelque chose. Il est l'heure de manger. Quand tes yeux et paupières ils sont lourds, ton corps il te dit eh oh Eric, il faut que tu t'arrêtes sur une aire de station, une aire de service, ou sur ça tu vas te planter sur la route. Donc il y a des signaux qu'on sait décrypter. Mais ce qu'il y a aujourd'hui avec l'incertitude, il y a plein de signaux qui sont nouveaux. Donc au lieu de foncer tête baissée, il faut s'arrêter et dire qu'est-ce que ça me dit? Et c'est là qu'il faut utiliser l'émotion. La sensation elle est agréable, ok. La sensation est désagréable, pas ok. Ça te permet de décider à une vitesse que tu ne peux pas imaginer. J'ai décidé des trucs en une fraction de seconde et les gens me disent mais t'es sûr? Je sais pas, mon corps oui. Moi je verrai, hein, parce que là je suis en train de décider quelque chose sur le futur. Donc tant que je suis pas dans le futur, je ne saurai pas. Mais mon corps il me dit ok ou pas ok. Et souvent les gens me disent mais réfléchis, hein. Je dis mais c'est tout réfléchi. C'est réfléchi avec le corps et pas avec la tête. Réfléchissant avec le corps et pas avec la tête. Alors je dis ça aux entreprises ou aux chefs d'entreprise, waouh, qui ont fait les grandes écoles. Enfin moi aussi j'en ai fait une, mais aujourd'hui j'ai remis beaucoup de choses en cause. Est-ce que je t'ai répondu un peu? Oui, 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 c'est très bien. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc Ah ouais. franchement, oui. C'est quelque chose que je vais creuser parce que c'est très intéressant et c'est vrai que on doit mettre un peu dans les entreprises un peu en parenthèse nos émotions justement, hein, donc Non. voilà. Parce qu'on dit ouais, attends, dans le business, pas d'émotionnel. Mmh. Attends, alors les publicistes, ils ont compris, hein. Pour me vendre une bagnole, on va mettre une belle nana, et puis vous revendre du café, on va vous mettre du Georges Clooney. C'est pas de l'émotionnel, ça? Mmh. Oui. Alors Toute c'est vrai. décision, Mmh. oui, toute décision, cerveau limbique, hein. Ça, c'est les neurosciences. C'est, voilà. Ou c'est le néocortex. Non, c'est le limbique. Toute décision est émotionnelle. Toute émotion, il y a une émotion. Toute décision, il y a une émotion. Mais après, il y a le cerveau qui va argumenter que ce qu'il dit est bien, mais c'est une émotion qu'il a pris. C'est une émotion qui est à la base de toute décision. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises. Souvent, tu dis ah, j'ai pris la mauvaise décision. Ben, parce que tu n'as pas écouté ton corps. Ou on n'a pas appris à le faire. Là, il y a un gain de performance. Et en plus, ça ne prend pas d'énergie. Oui, je pense qu'il faut aussi, comprendre, c'est-à-dire, se poser et comprendre justement, peut-être prendre un certain temps pour, comprendre que, en fait, notre cerveau même, hein, va nous donner, la réponse, mais qu'on peut pas la donner rapidement. Faut écouter et bien se connaître, je pense. C'est ton corps qui va te donner la réponse, pas ton cerveau. Mmh. C'est pour ça que dans ma formation, tout ce qui est intelligence collective, management collaboratif, hein, tout ce que je fais, je commence par la méditation. Enfin, c'est l'état coach. C'est plus qu'une méditation, mais ce principe-là. Mmh. D'abord, il faut que tu apprennes à poum, être bien, à revenir sur l'instant présent sur toi. Une fois que tu es sur toi, après, tu vas pouvoir être dans l'émotionnel. Après, tu vas pouvoir faire. Après, tu vas pouvoir avancer. Mais la première chose, c'est ça. On stoppe. Et ça surprend, hein. Mmh. Parce que le stress,
on l'a vu dans ce webinaire-là, le stress, c'est un élément de survie qui te dit, Eric, si tu continues, tu te plantes ou tu peux mieux faire. Donc écoute le message. Mais si tu n'écoutes pas, le stress, c'est un messager qui frappe. Il frappe. Et puis tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas la porte et la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Donc il frappe, puis tu n'ouvres pas. Il frappe. Puis quand ça dure, c'est burn-out, dépression et compagnie. Et souvent, les gens, quand ils s'en rendent compte, les gens autour ils disent « mais ça fait des années que tu n'écoutes pas ton corps ». Donc dès que tu as un stress, c'est un message. Et donc c'est un ami, c'est pas un ennemi. Il faut dire « super, il y a un stress ». Les gens me disent « Eric, t'es fou ». Non, ça veut dire qu'il y a un message là. Qu'est-ce que veut te dire ce message-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans un état d'accueil pour pouvoir accueillir l'émotion. C'est pour ça l'accueillir l'émotion. Il faut être dans un état d'accueil et surtout pas le juger. Quand quelqu'un est en colère, il faut dire merci de ta colère. Il faut surtout pas le juger. Parce qu'après, il y a l'échelle des émotions, il y a la roue des émotions, mais l'échelle des émotions, c'est encore autre chose. Ou quand quelqu'un monte, eh bien, il peut monter à un moment donné, il y a la colère. Et s'il y a quelqu'un qui est bien, il va dire ouais, mais toi, tu es en colère, sois bien. Et en faisant ça, tu fais descendre la personne au lieu de le faire monter. Donc, tu as des émotions qui sont négatives ou à une vibration basse, et après, tu as des émotions à vibration haute. Et pour être dans une vibration haute rapidement, le but, c'est toujours être mieux. Le but de la vie en général, c'est que tu sois toujours mieux qu'avant. Et si tu es très bien, c'est de garder ce bien-être. Ça, c'est super important. Si à un moment donné, tu tombes, justement, moi, la première chose que je fais, c'est apprendre les gens à remonter haut, rapidement. Et pas que ça dure une journée, une heure, ou une semaine, ou 15 jours et tout. Tout de suite remonter. Déjà en prendre conscience et remonter. Ça, c'est important. Parce qu'une fois que tu sais faire ça, eh ben, ça va aller de mieux en mieux dans ta vie. Parce que ton esprit il va être positif, tu vas vibrer d'une manière beaucoup plus positive, et si tu vibres d'une manière plus positive, tu vas attirer des choses plus positives. Les gens qui disent j'ai pas de chance, ils n'ont jamais de chance. Ah non, ils attirent pas de chance. Il y a des gens, ils ont que des problèmes. Il y a des gens, ils n'ont jamais de problème. C'est pas parce qu'ils sont nés sous une bonne étoile, c'est parce que c'est juste leur état d'esprit. Oui. C'est la loi de l'attraction. Bon, faudrait que je la fasse, la loi de l'attraction aussi. Et ça, c'est important. Et tout commence par toi. À te mettre dans un état d'écoute, de sérénité qui va te permettre d'être performante. D'accord. C'est très simple. C'est très simple. Il y a le mental. Le mental dans... Mais les Égyptiens, il y a 5000 ans, ils savaient. Le mental, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est bien au-delà du physique. Oui. Bien au-delà du physique. En gros, la méditation est quelque chose d'important. De l'hygiène de vie. C'est la santé mentale. On parle de santé mentale, là. Moi, c'est la première étape. Je vais faire une formation là, la semaine prochaine. Là. C'est la 50e que je fais avec ce groupe-là. Ça fait 6 ans que je le fais. Une des premières choses que je fais, à part le cadre et tout ça, première chose, c'est mental. Et je peux dire que les gens, ils sont ravis. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, tu as réussi à amener ça en entreprise. Ben ouais. Et on n'est pas là pour faire fumer le calumet de la paix ou faire, tu sais, non, c'est vraiment pour être bien. Et je leur dis, si vous n'êtes pas bien, vous arrêtez tout de suite. Et s'il y a quelqu'un qui vous dites, allez voir Eric ou vous faites sa formation. Si tu n'es pas bien, il ne faut pas continuer. Arrête, tu te mets dans un meilleur état. Alors tu ne monteras peut-être pas très haut, mais être mieux. Souvent, quand tu n'es pas bien, on dit va faire un tour. Tu vas faire un tour et puis tu vas mieux. C'est pas un état méditatif, mais c'est une manière de se reconnecter à soi. Tu vas faire une balade en forêt. Oui. Pas de raison. Le vent dans la forêt va faire des ondes Tesla qui sont les ondes du bien-être.
comme le bruit de l'eau. Tu sais, le bruit de l'eau sur la vague. Ça, Mhm. c'est pas par hasard. C'est les bruits, c'est des ondes qui sont très, très énergisantes et que le corps absorbe en termes de bénéfices positifs. Caresser un chat, la nature, ça, Mhm. enfin pour ceux qui, voilà. Alors après, tu peux aller plus loin sur la méditation pour aller, comme moi, un état génératif où là, tu vas vers de la performance pour générer quelque chose de nouveau. Donc là en plus, c'est quelque chose de proactif. Alors que la méditation, c'est plutôt quelque chose de, je vais pas dire passif, mais pas actif. Là, on est proactif. Et après, tu ouvres la méditation, tu ouvres l'émotion, tu vas pouvoir écouter l'intuition, tu vas pouvoir faire plein de choses. Alors là, j'ai des exemples. Les gens ils disent c'est magique. Non, c'est des processus. L'émotionnel, c'est hyper important. Oui. C'est la meilleure boussole que l'on a. Mais ça, on ne l'a pas appris. Oui, en fait, c'est remettre plus, d'humain simplement dans l'entreprise, quoi, hein, dans les relations, dans l'entreprise. Ouais. Et puis moins se prendre au sérieux. Oui. Avec c'est moi qui a la plus grosse, quoi, hein, comme on dit, hein. Mmh. La guerre d'ego, les choses comme ça. Mmh. Oui. Les fourmis, elles se battent pas entre elles, hein. Les fourmis, elles se battent pas entre elles, ni les abeilles, hein. Mmh. Il y en a des milliers, hein. Mmh. Elles se battent pas, hein. Oui, après il faut composer avec les tempéraments, Eh ben, ça, c'est l'intelligence collective. C'est comment justement faire avec toute cette diversité. mmh. Voilà. Alors ça, c'est pour moi maintenant, c'est facile. C'est très facile. Au contraire, moi, je cherche beaucoup de diversité. Pour ça que quand on fait des équipes, il faut bien choisir les bons acteurs. Il Mmh. faut qu'il y ait de la diversité. S'il n'y a pas de diversité, l'équipe, elle n'est pas bonne. Mais quand elle est diverse, souvent, elle est difficile à manager. Parce qu'on s'y prend mal, parce qu'on oublie les fondamentaux. Moi, je fais que des fondamentaux. Je ne fais pas des choses nouvelles, je reviens à des choses simples. Et souvent, les gens disent ouais, mais ça marche aussi dans ma famille, avec mon enfant. Souvent, les gens ils font la formation, souvent, ils ont déjà fait des trucs avec leurs enfants. Ils me disent là, ça marche avec mon fils. Ben, si ça marche avec ton fils, ça marche avec tes collègues, hein, avec tes collaborateurs. C'est qu'une équipe, hein. Oui. Et les gens disent non, c'est trop complexe l'humain. C'est complexe, mais il y a des choses simples à mettre en place. C'est comment la complexité. Moi, on me dit que comme valeur, enfin comme talent, j'ai la simplexité. Je simplifie la complexité. Je ne savais même pas que ça existait quand on me l'a dit. L'homme est complexe. Mais quand on met les modèles en route, eh ben on va faire comme les fourmis et tout, on va faire des choses simples. Moi, j'ai un modèle, j'arrive en entreprise, je prends une équipe, je fais toujours pareil, hein, et ça marche. Quand je fais mon groupe de mastermind, j'ai mon processus, je peux te dire qu'au bout de 6 mois, les personnes, elles sont. Mais j'attends pas 6 mois, hein. Déjà, la première séance, il y a un changement, il y a le deuxième, et à chaque fois, il y a des choses qui se passent. Et par ils arrivent, ce sont des individus, après, c'est des groupes d'individus, après, ce sont un groupe, donc il y a déjà le côté collectif, et puis au bout de 6 mois, en général, c'est des relations très unies, profondes. Et elles ont partagé avec ces gens-là des choses qu'elles n'ont jamais partagées avec les gens qui les côtoient depuis 30 ans ou 40. Il y a même des gens moi, qui ont partagé au bout d'1 heure des choses qu'ils n'avaient pas partagées avec leur père, leur mère, leurs frères, parce elles étaient tellement en confiance, on avait un environnement de confiance, comme on a dit tout à l'heure, qu'elles ont partagé. Elle me dit, je me sens tellement en confiance que je peux en partager, j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. Enfin, il y avait un groupe, il y avait 10 personnes quand même en face, hein. Personnes qu'on ne connaissait pas 1 heure avant, hein. Mmh. Processus, des modèles, même l'humain, on peut le modéliser. Et souvent, les gens me disent, c'est pas possible. Ben, je dis, ça, c'est votre croyance, hein. Allez, croyance, on peut en parler aussi. Mmh.
Une croyance, c'est une pensée fixe. Merci Sylvie pour. Oui, c'est mon de tous les arbres que j'aime beaucoup, c'est mon arbre préféré, donc Je savais pas qui résistait au feu. Mais c'est une espèce qui est très 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 vieille, qui est avant les pins et les sapins. Hein. C'était. et a priori, on en met de plus en plus dans les villes parce qu'il est très résistant aussi à la pollution, comme le tulipier de Virginie aussi. Plus On de Virginie, oui. trouve de plus en plus dans les villes, souvent. C'est vrai que le ginkgo, c'est un arbre qui est après les fougères arborescentes, mais bien avant les feuillus. D'ailleurs, la forme de sa feuille est la forme la plus primitive, en fait. Hein. Ouais. Ah oui, il est très très vieux, hein. Très 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 vieux. Hein. Il était avant les sapins et les pins. Hein. Oui, Donc avant les dicotylédones. Hein. Ouais. Ouais. Oui, non, mais il y a beaucoup à apprendre. oui, en tout cas, bon, c'était très intéressant. C'est gentil. D'autres questions? Tous ceux qui sont là? Faudrait que je la refasse parce que j'ai eu tellement de choses à partager. Voilà. Merci à toi Isabelle de ta participation. Donc vous allez recevoir pour les nouveaux et les nouvelles un nouveau mail dans lequel, quand le replay sera prêt, vous aurez le lien. Voilà. Je vous redonnerai quelques liens aussi autres si vous voulez avoir les replays ou enfin les supports. Les supports, il faut s'inscrire et puis d'autres choses. Voilà. Alors, d'autres questions? Sur ça, en général, ce que je fais, je compte jusqu'à 3. Et si à 3, il n'y a pas de nouvelles questions, allez-y. Hein. Soit sur ce webinaire-là, soit sur un autre, soit sur autre chose. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Hein. Si je compte à 3, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end qui approche. Et puis, je souhaite vous revoir la prochaine fois pour. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a la prochaine fois déjà? Ah oui, c'est l'intelligence collective. Voilà, c'est celui-là. Voilà, leadership collaboratif et management collaboratif. Voilà, inspirer, engager, motiver, fidéliser et transformer. Voilà. Allez, une, à la 2, à la 3. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Bye.